le réveil de cette conscience citoyenne, le fait de dire à un moment donné, on ne va quand même pas, nous en tant que citoyens, devenir les spectateurs de ceux qui se présentent toujours comme des victimes. Parce que ça, c'est notre responsabilité. C'est ce que je disais au moment où, vous savez, après le 11 septembre 2001, vous aviez quelqu'un, je veux dire, quand même, le président des États-Unis qui arrivait à faire... Et il a réussi, mais de façon extrêmement dangereuse. Il a réussi à faire comprendre à la nation américaine que finalement, les États-Unis étaient la victime de ces fous. Il a dit, nous sommes des victimes, c'est-à-dire, à un moment donné, tout ce qui a été sa politique au Moyen-Orient, sa politique unilatérale de soutien à Israël, sa politique de répression dans le Sud, tout ça était passé par perte de profit. Nous sommes des victimes. Et donc, quand on est une victime, on peut aller en Afghanistan, on peut aller en Irak, on peut tuer des innocents. Les innocents de notre statut de victime ne deviennent que des dommages collatéraux de notre politique juste. Donc voilà, à partir d'un certain moment, ça, c'est à ça qu'il faut résister. Donc avant simplement de prendre des faits, à mon sens, c'est déjà toute l'atmosphère, tout le logiciel qu'il faut questionner derrière celui qui va rendre possible ce discours. Pourquoi? Parce que moi, ce que j'aimerais vous dire, c'est que quand vous discutez avec des citoyens, ça marche aussi. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment, vous n'avez pas des consciences citoyennes qui sont aussi sophistiquées que les politiciens qui en jouent. À un moment donné, ça marche, les gens ont peur, les gens ne comprennent pas, ils disent « mais qu'est-ce qu'il y a un problème ?» Puis, moi, j'en suis arrivé avec ces campagnes-là, pendant une semaine, je suis arrivé avec des gens, quand ils me voient, ils ont peur. Je vous promets, ils ont peur, parce que ça marche. Alors, pour un individu, ça marche, je peux vous dire que pour une question politique générale, ça marche, ça a un impact, ça. Et qu'à partir d'un certain moment, il faut qu'on se pose la question de savoir comment on réagit à ça. Et là, l'idée, c'était effectivement que ce ne soit pas une réponse de l'un des segments qui se mettrait, lui, alors en situation de victime nouvelle en disant ben, on a un problème. C'est-à-dire, par exemple, par rapport à la question culturelle islamique, les musulmans se réveillent. Non! Ça, c'est justement ce qu'il ne faut pas faire. Le printemps, c'est justement une réponse transversale à des questions complexes et transversales. La question de la citoyenneté et du droit à l'égalité dans ce pays, c'est-à-dire être sérieux avec la question de l'égalité, être sérieux avec les questions de non-discrimination à l'emploi, de non-discrimination au logement, d'accès au marché de l'emploi pour les femmes et les hommes, être sérieux sur cette question et de ne pas en faire une question culturelle ou islamique pour répondre à ceux qui ont envie d'en faire une question culturelle et non plus une question politique. C'est-à-dire répondre en ayant de nouveaux partenariats qui comprennent que ça n'est pas une question de minorité, c'est une question de structure profonde de la société, d'un racisme structurel, de discrimination structurelle auquel il faut répondre. Mais ça, il faut ne pas simplement en parler de cette façon-là, il faut ensuite effectivement en arriver à la façon dont on a conçu la question des cités et des banlieues dans ce pays. Où on a l'impression que ce sont des... je veux dire, on ne peut même pas imaginer dans ce pays qu'il pourrait y avoir de la seule créativité possible dans les banlieues, ce serait le rap et le football. Je veux dire que la créativité en matière de responsabilité citoyenne, en matière de mobilisation, en matière d'intelligence, en matière de culture, au sens de la culture française, ça on l'imagine marginalement. La question même de la scolarité, de l'école dans les banlieues, ça on ne l'imagine pas comme étant une priorité. On ne l'imagine que, je veux dire, quand vous voyez même ce qui a été dit dans le débat, où on vous dit oui, il faut qu'on investisse dans les maîtres et tout ceci, je veux dire, le fait de l'école à géométrie variable, les écoles de deuxième classe ou de seconde classe dans ce pays, on n'imagine même pas qu'il y ait une vraie réforme de la structure scolaire et des programmes scolaires à avoir dans ce pays. C'est-à-dire qu'on est en train de penser en nombre d'enseignants, non pas en réforme qualitative de la question scolaire. Or, l'école dans ce pays, elle a besoin d'une réforme qualitative, pas simplement structurelle. C'est pas en donnant, je veux dire, en faisant travailler les enseignants plus, en leur donnant plus, ou en ajoutant des enseignants. Tout ça, de toute façon, il faut plus d'enseignants, à mon sens. Mais c'est la question de la structure même de l'école, de comment est-ce qu'on pense l'école dans les cités. Comment est-ce que, mais quel être, mais qui je veux dire, constitué d'un esprit un tout petit peu normalement constitué, peut imaginer que dans des zones les plus difficiles de la scolarité, vous
vous envoyez systématiquement les professeurs, les nouveaux profs qui sont le moins formés, pourquoi on les envoie eux? Pourquoi on envoie les professeurs qui sont le moins formés aller trouver les élèves qui sont en plus grande difficulté scolaire? Je veux dire, mais n'importe quel ministre qui vient de tomber devrait remettre ça en cause. Non, en plus c'est difficile parce que les anciens profs qui sont formés, ils n'ont pas envie d'aller dans ces lieux-là. Donc on est dans une situation où la réforme elle-même est difficile, il faut des ministres et il faut des politiques courageuses, mais il faut une vraie politique scolaire. Il ne faut pas une politique. Et quand vous n'avez pas cette réponse-là, ben vous pouvez dire, ben oui, le problème c'est que c'est des machistes là-bas. Ils viennent d'Algérie, ils viennent du Maroc, les garçons regardent les filles de cette façon-là, et puis vous allez même avoir des gens qui viennent d'Afrique du Nord, qui sont nés en France et qui vont te dire exactement le même discours. C'est la grande association qui est tellement représentative de la conscience citoyenne française, ni pute ni soumise, qui dit exactement ce qu'on a envie qu'elle dise. La honte, c'est la honte, c'est-à-dire, mais ça, c'est même pas la honte parce qu'ils disent des mensonges, c'est la honte parce que c'est un discours traître, c'est un discours menteur. C'est un discours de démission politique, c'est-à-dire de trouver d'autres coupables. Parce que la question, c'est pas de chercher les coupables, la question, c'est de chercher quelle responsabilité politique. Eux, ils sont tous dans la question de la culpabilisation. C'est-à-dire chercher les coupables. Chercher les coupables, et bien évidemment, c'est l'homme musulman un peu arabe. Alors lui, c'est la totale. Mais vous vous rendez compte l'ethnicisation du problème? Et ça marche. Pourquoi? Parce que le background qui était derrière, ce qu'on avait derrière, eh ben, va confirmer ce qu'on va dire devant. Donc on est dans un cercle vicieux. Alors à partir d'un certain moment, cette idée qui doit ressortir de notre mobilisation à nous, c'est de sortir de ces clivages-là. De sortir de ces clivages-là, et pas de passer son temps à critiquer les uns et les autres, à nous avoir aujourd'hui à développer d'autres visions, ce qui a été mis en évidence ici, qu'est-ce qu'on peut apporter comme autre type de réflexion. Donc, ce réveil des consciences politiques, et encore une fois, je veux dire, quand on vient me dire, moi chacun d'entre nous a une éthique de vie. On peut avoir une éthique quand on est athée, quand on est agnostique, quand on est musulman, juif, chrétien, bouddhiste, hindou, on a une éthique. Ce qui nous est demandé, c'est d'être inspiré par nos éthiques dans notre engagement citoyen. La première chose qu'on partage dans notre éthique d'être humain, c'est de dire tous les êtres humains doivent être traités avec la même dignité. Mais ça, il faut le dire, mais il faut le dire fort. Parce que le grand problème, c'est que quand on entend ce qu'ils disent, vous avez entendu à un moment donné la distinction entre l'immigration légale et l'immigration illégale. Mais dans le fond, cette distinction qu'ils font verbalement, quand vous voyez les politiques sur le terrain, c'est là où vous dites, mais quand même, pour une distinction verbale, on en arrive à des traitements qui sont pour les immigrés illégaux, indignes, criminalisés, mis et traités comme, pour certains, mais comme des moins que rien. C'est-à-dire que déjà, les légaux, on les soupçonne, mais les illégaux, on les sanctionne et on les sanctionne de la façon la plus indigne sur des questions de certains n'ont pas de papier, sans qu'on se pose la question de savoir ils viennent d'où, qu'est-ce qu'ils quittent, quelle situation sociale ils évitent, pourquoi ils viennent ici. Vous pensez que, je veux dire, pour quelqu'un qui vit en Afrique, qu'est-ce que ça veut dire fondamentalement dans l'expérience humaine que de quitter son pays, ses racines, pour se trouver dans un pays où on sait qu'on va être traité n'importe comment? De ça, on ne parle pas. La seule chose qui compte, c'est le statut légal. Légal, on négocie, illégal, on sanctionne. Et les centres de rétention, je veux dire, moi, la seule chose que j'ai entendue, il a été maladroit sur les centres de rétention. Mais attendez, maladroit? Maladroit. Mais c'est pire que ça, je veux dire, mais c'est même pas la question du centre de rétention qu'il a posé. C'est, oui, est-ce qu'on peut, quand on ne peut pas faire autrement. À partir d'un certain moment, c'est quoi un centre de rétention? On traite les gens comment dans les centres de rétention? Vous êtes allé voir comment on peut, je veux dire, et dans certains pays on dit ça c'est le mieux, et que vous dites, mais où est la dignité humaine dans tout ça? Comment est-ce qu'on fait avec les gens? Comment est-ce qu'on les traite? Et ça vient aussi d'une conscience qui voudrait nous arrêter. Discutons entre citoyens et oublions la dignité humaine. Moi, je suis désolé, si on me demande d'être un citoyen suisse ou un citoyen français, et ça veut dire derrière tout ceci que je pourrais oublier l'humanité des hommes qui ne sont pas citoyens, alors je ne suis plus un vrai citoyen, je ne suis plus un véritable être humain dans ma citoyenneté. Donc ça veut dire qu'il faut poser ces questions-là aussi. Donc là, il faut élargir cette conscience politique à la conscience humaine, à la conscience de la dignité, et c'est comme ça. C'est dans un travail de responsabilisation, c'est-à-dire résister
à cette expansion de la pensée victimaire. On est des victimes, on ne peut pas faire autrement, finalement on se protège, on ne peut pas recevoir toute la misère du monde, et puis finalement quand même ils doivent comprendre qu'on a le droit. Je veux dire, quand vous écoutez Guénaud réinterprétant Régis Debray, la frontière, la nécessité de la frontière, et que quand même, s'il n'y a pas de frontière, il n'y a pas de chez soi, mais que quand on est chez soi, on a quand même le droit d'ouvrir la porte à qui on veut. Ça va pas loin. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que ce discours? Et nous, on est là, on va nous faire de la poésie sur ta frontière, ma frontière. C'est toujours beau la poésie quand tu es du bon côté de la frontière. Ça, c'est de la poésie de la démission, c'est de la poésie qui n'a pas de dignité humaine. On va rejeter les gens. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est ça, c'est-à-dire que de comprendre que dans le discours que nous avons en Europe, et ce qui est en train de s'installer en France, c'est un discours victimaire, un discours populiste qui est partagé par beaucoup de la classe politique, malheureusement. Le discours majoritaire aujourd'hui, pas majoritaire, je dirais, le discours le plus apparent, le plus médiatisé, le plus entendu aujourd'hui est un discours victimaire, un discours de la protection, du protectionnisme, de certains intérêts, de certains statuts, et que là maintenant il faut faire éclater tout ça. Ça maintenant il faut le faire sauter, il faut dire, nous on est pour la dignité humaine, on est pour la citoyenneté, on est pour la responsabilité. Et la responsabilisation, c'est-à-dire que c'est un mouvement de responsabilisation, de conscience humaine, humaniste au sens noble du terme, c'est-à-dire de placer effectivement l'humain avec ses valeurs, et ça veut dire aussi que c'est là-dedans qu'on se place dans le sens de l'appartenance. Il faut reconsidérer le sens de l'appartenance, à l'humanité des hommes, et deux, dans la citoyenneté. Tout le discours en filigrane, c'est on est des victimes, et c'est de questionner l'appartenance de certains. C'est-à-dire que notre problème, c'est leur appartenance est suspicieuse parce qu'ils sont un peu basanés, ça c'est du racisme. Et ils sont un peu musulmans, un autre type de racisme, plus subtil, plus sophistiqué dans certains... Mais c'est toujours la même chose. C'est toujours cette idée qu'on détermine une appartenance victimaire et puis on va rejeter les autres. Et que si on ne se place pas dans la conscience de l'appartenance, non mais attendez, c'est terminé ça. C'est terminé ce discours-là. C'est terminé ce discours où vous nous mettez à distance de l'appartenance. Et que c'est une question de langue, et je veux dire, ce qui a été dit tout à fait, quand on entend ce qui nous est dit sur la maîtrise de la langue, et je veux dire, je ne vais pas rentrer dans ça va me faire partir trop loin, mais voilà, donc moi ce qui m'intéresse c'était ça, et la troisième des choses qu'il faut aussi mettre en avant, c'est que il y a le premier élément, c'est se réveiller des consciences. Le deuxième élément, c'est cette dimension de l'appartenance, de se considérer au centre d'une appartenance responsable. Et la troisième des choses, c'est la question du droit. C'est qu'à partir d'un certain moment, il faut réconcilier la France, comme tous les pays européens, avec les valeurs et le droit qui sont les leurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le problème est la maladie la plus contagieuse qu'il y ait dans toute la classe politique visible, c'est qu'ils disent les valeurs et que dans la même phrase, ils peuvent en trahir le sens. C'est qu'ils disent le droit et que dans la même paragraphe, ils peuvent agir contre ce droit-là. C'est-à-dire que la valeur et le droit, ça a des valeurs aujourd'hui incantatoires, pas véritablement concrètes en termes de politique. C'est-à-dire que dans la politique de Sarkozy, dans les propositions, quand vous voyez aujourd'hui ce qu'on nous dit, vous voyez des contradictions fondamentales entre ces grandes valeurs et puis leur application. Et donc, pour réagir à ça, il faut passer par le droit et passer par un vrai discours sur les valeurs, mais il faut passer par le droit à un moment donné, de dire, attendez, il y a le droit et il faut se battre. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout accepter du droit. Moi, ce que j'ai appris quand j'étais en Afrique du Sud et que je disais, il faut qu'on respecte le droit, il y en a un qui m'a pris par la main et m'a dit, attends, nous, il faut qu'on... Tu ne nous dis pas ça à nous. Nous, le droit ici, c'était un plus pour les blancs, un plus pour les noirs. C'était ça le droit. Donc nous, le droit, on l'a fait sauter le droit. Il a parfaitement raison. Il y a le droit qui protège un statut, puis il y a le droit à réformer. Le droit n'est jamais acquis. Le droit, c'est un instrument dans les mains du pouvoir, et d'un certain type de pouvoir. Le problème du droit, c'est comment on le lit. C'est pas forcément l'article, mais c'est un des moyens par lesquels on peut commencer, en particulier sur tout ce qui va considérer le traitement des individus, sur la question de la violence, sur la question de la justice, sur la question Et on a des questions à poser. On a des questions à poser sur les bavures policières, sur la façon dont on parle aux gens, sur ces violences. Ça, il ne faut pas laisser. Les campagnes qui sont de lutte contre tous ces mauvais traitements. Et là, il y en a beaucoup d'entre nous, ici, dans cette salle, des citoyens, on est beaucoup trop passifs par rapport à ça.
Parce que si on veut que le droit devienne dans les mains de ceux qui sont discriminés des éléments de pouvoir pour remettre en cause les lectures du droit, il faut déjà commencer par l'utiliser, ce droit. L'utiliser là où on peut, et puis ensuite continuer cette lutte-là, tout en sachant que c'est des instruments de pouvoir. C'est-à-dire la façon dont on lit la laïcité aujourd'hui en France, ça n'est pas du droit pur, c'est le droit d'une majorité qui en bon français, qui transforme l'instrument du droit en un instrument idéologique. C'est ça, on a affaire à ça aujourd'hui, parce que, nous on le dit, on le répète, on n'a aucun problème avec le droit tel qu'il est, on a un problème avec le droit tel qu'il est interprété par certains. C'est ça notre problème, c'est comment certains utilisent le droit. Donc on a bien compris que c'est un rapport de pouvoir, que c'est un rapport de force, qu'à partir d'un certain moment, il faut utiliser le droit et il faut aller dans son... Déjà, il faut le connaître, il faut l'utiliser, et puis il faut aller dans cette résistance-là. Deux éléments.